Merci. Bien, oui, je suis donc enseignant-chercheur à l'Université Claude Bernard. Mon activité, c'est à moitié de l'enseignement, à moitié de la recherche. Et la recherche, je la fais dans l'Institut de sciences analytiques. C'est la plus grosse structure en Europe qui a des enseignants-chercheurs et des chercheurs qui font que de la recherche dans le domaine de l'analyse. Comme il vient d'être dit, je suis aussi responsable d'une formation de master en analyse et contrôle. Donc depuis 20 ans, on a évolué en intégrant de l'alternance depuis 2006, en deuxième année de master et puis en première année de master. Donc maintenant, les étudiants ont la possibilité de faire 1 ou 2 ans en alternance dans la formation. Donc je vais rentrer sur le cœur du sujet et la place de la chimie analytique. Vous connaissez le contexte de l'évolution aujourd'hui, développement durable, et la chimie analytique, c'est les gens qui font de la mesure et qui vont caractériser les espèces chimiques dans n'importe quel type d'échantillon. Et en fait, ça va venir adresser des tas de problématiques, aussi bien la production de produits alimentaires, l'eau, la vie terrestre, etc. De tous ces endroits, la chimie analytique a sa place. Alors vous avez entendu déjà et vous avez certainement vu des situations d'analyse, puisque on peut contrôler la qualité de l'eau, par exemple, dans une rivière. On peut contrôler la qualité des médicaments qui ont été produits à l'intérieur d'une industrie pharmaceutique. On peut aussi vérifier la contrefaçon, les gens qui ont fait des faux médicaments et qui essayent de nous les vendre sous un intitulé qui n'est pas le bon. Vous avez des stands de la police scientifique qui sont autour, ici dans le village de la chimie, et qui eux aussi vont faire des analyses pour essayer de caractériser la matière qui a été réalisée. Et puis il y a beaucoup de choses autour de la production. Quand on produit des choses en France ou quand on importe après des produits qui viennent de l'étranger, on va devoir contrôler la qualité de ces produits. Et ce qu'on fait, c'est qu'on prend un échantillon, on vient collecter un élément et on vient l'amener au laboratoire pour faire l'analyse. Et puis, il y a des gens qui fabriquent en grande quantité des produits, par exemple des industries pharmaceutiques, et qui vont directement implanter des analyseurs sur les systèmes de production. Et le but de faire de l'analyse directement dans un système de production, c'est de contrôler pendant que je fabrique ce qui est en train de se passer pour éventuellement corriger la synthèse et modifier la production directement en ligne. Donc c'est un gros secteur en développement depuis une dizaine d'années et ce qui nous a conduit à développer aussi des formations sur ce domaine-là. On vient nous voir, nous analystes, gens de la chimie analytique, parce que les gens ont besoin d'une information particulière. Au niveau de la recherche, on a besoin de connaître un petit peu de tout ce qui se passe dans un milieu. Ça peut être un milieu réactionnel lorsqu'on est en train de préparer des nouveaux produits pour faire des peintures, par exemple sans solvant. Et on va avoir beaucoup d'informations à fournir aux gens. Jusqu'au moment de la production, où lorsque les gens font de la production, ils font des mesures, mais que quelques mesures très pertinentes pour leur système de production. Donc on va devoir répondre, nous, en tant que chimistes analystes, à des interlocuteurs qui viennent pour un besoin bien spécifique. Donc notre travail, c'est de fournir l'élément d'information à ces gens-là, la quantité de produits, la nature des produits. Donc chaque fois, on va avoir des outils qu'on adapte à l'objectif. Et tout le travail de l'analyste, dans la multitude des outils que je vais vous montrer tout à l'heure, c'est de choisir le bon outil pour avoir la bonne information en fonction de ce qui nous a été demandé par notre client, notre prestataire en face. Alors la chimie analytique, vous en faites au collège, au lycée, et on fait encore dans l'enseignement beaucoup de chimie analytique du XXe siècle, on va dire, qui est réalisée à travers des mélanges de produits les uns et les autres, ça change de couleur et on fait de la mesure comme ceci. Donc ça c'était vrai il y a 30 ans. Aujourd'hui on n'est plus du tout dans ce domaine-là et on a énormément d'instruments de mesure qui viennent nous aider à caractériser la composition de la matière. Donc on a vraiment changé de ces burettes, béchères, ces choses que vous avez pu utiliser au collège et au lycée pour aller maintenant vers de l'instrumentation pour générer directement l'information à travers des techniques physiques. Alors c'est des instruments ultra performants. Juste pour vous donner une idée des ordres de grandeur des prix, c'est des centaines de milliers d'euros
on se rapproche de quelques millions d'euros sur les gros appareils de RMN d'aujourd'hui, parce qu'ils vont nous générer de l'information très très fine, très importante, très utile, et on est capable d'investir une quantité d'argent considérable pour avoir ces instruments-là. Donc on est vraiment venu sur des instruments de plus en plus performants, et des instruments qu'on va trouver dans tous les laboratoires de chimie. Et toutes les entreprises de la chimie que vous avez ici ont chez eux des appareils de ce type-là, de la chromatographie pour séparer les espèces, de la spectroscopie, de RMN, d'infrarouge. Ce sont des mots particuliers vis-à-vis de techniques. Mais ces outils sont très très démocratisés. Et puis, la chimie analytique évolue et on a de l'information en temps réel. Ici, je vous ai mis une carte de l'Europe avec la qualité de l'air. Si vous allez sur ce site-là, vous connaissez la qualité de l'air partout dans le monde, à 2 heures près. Il y a 2 heures, vous avez l'information sur la qualité de l'air. Donc là, je l'ai récupéré le 25 février. C'était lundi dernier. La qualité de l'air, finalement, n'était pas si mauvaise dans la région où l'on est. Et ça va très loin dans la qualité de l'information que vous avez. Ici, c'était la qualité de l'air. Donc vous voyez sur Coulommiers, je l'ai pris un petit peu à l'extérieur de Paris. Sur ce qui s'est passé pendant les 12 derniers mois, sur ce qui s'est passé pendant les quelques heures qui viennent de précéder, on a accès à cette information-là. Et dans les entreprises de la chimie, dans un système de production, on a accès à l'information en temps réel de ce qui se passe dans l'usine. On fait beaucoup d'imagerie aussi maintenant. On est capable d'aller savoir, lorsque l'on met un produit dans un corps humain, alors ici c'est pas un corps humain, c'est un rein de souris, ce sont des produits qui sont utilisés pour aller traiter derrière le cancer, et ces espèces chimiques qui sont présentes aident ici les vétérinaires à soigner, à traiter le cancer. Et on va avoir des images qui sont liées à la présence de tel ou tel produit à l'intérieur d'un rein de souris. Donc on va aller chercher de l'information de plus en plus fine avec un niveau de détail de plus en plus important. Vous avez aussi des outils qui sont très très démocratisés. Les gens qui ont des soucis de glycémie, qui ont du diabète, avant il fallait aller dans un laboratoire d'analyse biomédicale, faire un prélèvement de sang. Ce prélèvement de sang a été transféré dans un laboratoire qui vous donnait le résultat. Aujourd'hui, il y a des petits appareils totalement autonomes. Faites une petite piqûre sur votre doigt et vous avez directement l'information sur la quantité de sucre que vous avez si vous avez besoin d'être traité par ce médicament. Ici, on est encore obligé de piquer le doigt. En bas, ça se fait juste par une espèce de petite pince qui va venir récupérer dans la sueur suffisamment d'informations pour vous dire si vous avez un taux de glycémie élevé ou pas. Donc on invente de nouveaux outils de plus en plus performants, de plus en plus petits, de plus en plus fiables pour avoir l'information nécessaire. Alors ça c'est bien, mais on a des gros instruments. L'appareil du milieu, là, il coûte à peu près 400 000 €. On a un ordinateur, on a une prise, on branche tout ça, mais c'est pas si simple que ça quand même. Et on est obligé de changer un petit peu notre façon d'enseigner parce qu'on a des défis à relever aujourd'hui. Alors je vous ai mis 2 enquêtes qui ont eu lieu en 2015 et 2018 pour montrer comment dans le secteur de la chimie les métiers évoluent. Et ces enquêtes européennes, elles avaient pour but d'essayer d'identifier comment on doit former des chimistes, dans quel secteur on doit les former. Et ici, il y a plusieurs secteurs, l'ingénierie, la chimie organique, la chimie analytique, etc. Et vous voyez la répartition des gens, comment ils ont été formés, dans quel secteur ils ont été formés. Donc l'analyse représente à peu près 15% des gens qui ont été formés dans la chimie. Et quand on pose la question, mais quel est votre travail aujourd'hui en tant que chimiste ? Eh bien, on s'aperçoit cette fois-ci que beaucoup de gens travaillent dans la chimie analytique. Et en fait, on a un manque dans nos entreprises de personnes formées à l'analyse de la chimie. Ils parlent de nous. Donc ils ont fait ça en 2015, ils ont fait ça en 2018, et il y a toujours ce déficit de chimistes analystes, des gens qui ont vraiment des compétences, des connaissances pour donner la bonne information au bon moment. Alors j'aime bien cette courbe, je vais vous l'expliciter en quelques minutes. On a un produit ici qu'on veut doser, du cadmium, donc un élément métallique, du cadmium, et on sait que dans la solution qu'on a donnée aux gens,
le cadmium a une certaine concentration. Et on a donné cette solution à une centaine de laboratoires différents et on a demandé à chaque laboratoire de déterminer la concentration en cadmium dans la solution qu'on vous a donnée. Et ce qui est représenté ici, c'est chaque point représente un laboratoire. Ce laboratoire-là, par exemple, a trouvé une concentration en cadmium de 112. Et les barres qui sont ici vous donnent l'erreur qu'eux estiment sur la concentration en cadmium. Donc pour vous donner une idée, normalement la valeur vraie est ici, tout le monde devrait être à l'intérieur de la barre grise, et vous voyez qu'il y a beaucoup de laboratoires qui sont très très loin de la valeur de référence attendue. Donc ça vous montre que même des laboratoires qui sont normalement en situation de fournir un résultat juste, ce n'est pas forcément toujours le cas. Il y a vraiment un défaut de formation, et c'est pour ça qu'on a ce positionnement pour former des gens dans le domaine de l'analyse aujourd'hui. Donc si vous voulez travailler dans le domaine de l'analyse un jour, vous travaillerez soit à partir d'un bac sciences et techniques de laboratoire pour un poste de technicien, soit sur des formations à bac plus 2, bac plus 3 pour être technicien supérieur de laboratoire. Et puis quand on est responsable de laboratoire, ce sont des formations qui sont à bac plus 5, bac plus 8. Donc ce sont des métiers différents, avec des activités professionnelles qui ne sont pas les mêmes. Quand on est responsable, notre travail, ça va être de décider quelle analyse on doit faire à quel moment. Quand je suis technicien, mon travail, c'est de réaliser l'analyse. Donc ce sont deux métiers différents. Et je vous avais mis une analogie comme ça entre médecin et infirmier. Aujourd'hui, si vous allez dans le domaine du soin, si vous allez à l'hôpital, vous rencontrez des médecins, vous rencontrez des infirmiers. Le médecin, il va faire le diagnostic, il va faire la prescription médicale. Et c'est l'infirmier qui va le mettre en œuvre, ensuite, ce soin-là, auprès de vous. Dans le diapo que j'avais ici, c'est un petit peu pareil. Le responsable de laboratoire, c'est celui qui va décider quelle analyse on doit faire. Le technicien de laboratoire, c'est celui qui va mettre en place l'analyse en elle-même. Donc ce sont deux métiers différents et donc deux filières de formation qui sont différentes. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais en licence professionnelle en BUT, donc à bac plus 3, on va vous demander d'avoir une expertise sur ce prélèvement et cette réalisation de l'analyse. Si je suis à bac plus 5, vous devez concevoir la méthode analytique, vous devez choisir quel instrument on va prendre et comment on va paramétrer cet instrument pour qu'il nous donne la bonne information. Et donc manager les techniciens qui seront en responsabilité, eux, d'exécuter les expériences. Donc voilà, il y a beaucoup d'équipements pédagogiques aujourd'hui dans les formations. Ici, c'est les éléments, les appareils qu'on a mis à disposition de nos étudiants exclusivement pour la formation. Donc là, par exemple, aujourd'hui, on est sur un parc à peu près à 2,5 millions d'euros pour former des étudiants dans le domaine de l'analyse. Alors, on aime bien travailler sur tout l'outil analytique. On développe des méthodes, on développe des concepts. Et tout notre travail, nous, de formateurs, c'est d'aider l'étudiant à assembler tout ceci pour pouvoir faire une mesure pertinente. Du coup, ça nous a invités aussi à travailler sur la construction d'instruments. Et si vous avez l'occasion de passer sur le stand, vous verrez ce qui a été réalisé par des étudiants pour faire des instruments très simples à partir de petites cartes électroniques et baisser énormément le coût des instruments. De l'autre côté, je vous ai donné des instruments à 2 millions d'euros. De l'autre côté, je vous parle d'instruments à 25 euros. Mais on arrive à faire de très belles choses aujourd'hui avec des instruments à très bas coût. Et ça a été aussi notre politique les 5 dernières années que de rentrer sur cette logique de création d'instruments. Et puis, on génère des données, on génère beaucoup de données, on génère beaucoup de mesures, et il faut traiter toutes ces données-là. Et donc, une fois qu'on a généré ces données, il faut être à même de discuter avec les gens qui font ce qu'on appelle du data science, du traitement de données, pour avoir les informations utiles. Donc ça veut dire qu'il faut se doter de compétences aussi qui se rapprochent de l'intelligence artificielle pour aller chercher des éléments d'information dans toutes les données qu'on a acquises. Alors, j'aime bien cette figure pour montrer à quel point des fois les gens traitent les données de façon non adaptée. Ici, vous voyez deux courbes. Alors, peu importe la nature des deux courbes, mais les gens voulaient montrer que celle-là, on est plus haut ici que si on était sur la courbe verte qui est là.
Ça, c'est un rapport ministériel qui a été remis aux mains des ministres. Et cette courbe a été présentée. Et si je vous montre les données d'origine, eh ben en fait, la courbe qui est là est censée passer par tous les points bleus, mais vous voyez qu'ils sont très distribués de façon aléatoire. Et les points rouges, ils sont à peu près distribués aussi de façon aléatoire. Donc en fait, il ne faut pas faire dire tout à n'importe quoi, il faut venir choisir l'information, mais après ici, il faut aussi prendre conscience de la qualité de cette information et de ce qu'on doit pouvoir en faire. Donc nous, notre responsabilité en tant qu'analyste, c'est de fournir une information qui est utile à notre demandeur. Ce sera lui qui décidera d'en faire l'usage qu'il en veut. Alors aujourd'hui, vous savez que la science est aussi est rentrée dans l'actualité, puisque il y a certains lieux où on essaye de mettre en péril les façons de fonctionner. Mais l'analyste, ce que je voulais montrer à travers cette diapositive, c'est qu'on est au cœur du contrat scientifique. C'est-à-dire que nous, on est encore plus enclin, et on a une obligation de plus en plus forte, d'être respectueux de tous les piliers de la science. C'est-à-dire que on ne doit pas avoir d'a priori quand on va faire la mesure. Je ne dois pas vous dire qu'il y a déjà telle quantité de produits alors que je n'ai pas encore mesuré quelque chose. Je dois être réaliste, je dois être rationnel, je dois être transparent sur ce que je fais. Et toutes les entreprises que vous avez ici doivent respecter ceci. Et on doit prendre en compte toutes les données, comme je vous ai montré tout à l'heure. Il ne faut pas faire dire tout à n'importe quoi. Donc on est vraiment au cœur de ça. Et je voulais terminer cette petite présentation. Ouais, je finis, puisque c'est ma dernière diapo, et puis je prendrai toutes les questions. En vous montrant, vous connaissez peut-être cette image déjà. Il y a deux cases qui sont marquées avec deux lettres, le A et le B. Quelle est la case qui est plus claire que l'autre? Ou quelle est la plus foncée? La A est la plus foncée? Alors je vais faire glisser le A pour l'amener sur le B. Elles ont exactement la même couleur. Je vais la refaire à l'envers, parce que vous n'y croyez pas, mais elles ont exactement la même couleur. Voilà, ça veut dire que quand je fais derrière une mesure, là c'est les codes couleurs, c'est exactement le même code couleur. Mais il se peut qu'on se fasse avoir quelque part par ce que l'on pressentait, ce qu'on imaginait. Et en fait, c'était là-dessus que je voulais attirer votre attention. Je ne peux pas avoir d'a priori sur le A ou le B. Mon œil me dit quelque chose, mais est-ce qu'il me dit vraiment la vérité? J'en sais rien. Et si je fais la mesure, je m'aperçois que le A et le B ont exactement la même teinte de gris. Donc il faut être très vigilant là-dessus. Et donc notre travail en tant qu'analyste, ça va être toujours d'amener l'information adaptée. Donc si un jour vous voulez nous voir, on a un site web, on est là sur le stand du village de la chimie, puis on fait des portes ouvertes à distance aussi pour intégrer des étudiants l'année prochaine en première année de master. Voilà. Je vous remercie et puis je vais prendre les questions du coup.